Alors j'ai apporté ce canard. Il se trouve que cet objet m'accompagne souvent dans mes interventions, des performances, des conférences, dans des installations artistiques. Bien, c'est un colvert en plastique, un leurre utilisé pour la chasse, qui flotte sur l'eau et que les chasseurs utilisent dans leur dispositif de chasse au canard. Ce canard, si je l'ai apporté, c'est parce que en fait, je l'ai trouvé abandonné sur les bords du Mississippi. Et plus précisément, à un endroit qui est en amont de Baton Rouge et qui s'appelle Old River Control. Old River Control, c'est une série de barrages, 3, qui sont vraiment de forte importance, qui ont pour vocation d'empêcher le Mississippi de se projeter, de descendre dans un autre bassin versant, dans le lit plus précisément de l'Atchafalaya River. Il se trouve que l'Atchafalaya River est 6 à 7 mètres plus bas que le Mississippi. Et à partir de 1860, le Mississippi s'allongeant sur le delta du golfe du Mexique, ralentit son cours, se méandre, il ralentit son cours, et il y a un ancien bras qui s'appelle Old River, un ancien bras mort, qui connecte le Mississippi à l'Atchafalaya River. Et à partir de Old River, il y a aussi une connexion avec la Red River qui vient de plus haut. Or, jusqu'en 1950, en fait, l'Atchafalaya commence à absorber de plus en plus d'eau en provenance du Mississippi. Jusqu'à 30% de l'eau du Mississippi s'écoule par ce bras mort, qui est en fait bien vivant. Et les humains, les intérêts économiques commencent à prendre peur, en se disant, mais si le Mississippi, à la faveur d'une grande crue comme celle de 1927 par exemple, se projette dans le bassin de l'Atchafalaya River, bassin qu'il occupait des milliers d'années auparavant d'ailleurs, puisque le Mississippi n'avait cessé de se méandrer et d'aller d'un bassin à l'autre, et c'est le panache de ce mouvement qui a créé le delta du Mississippi. Bien, si cela se produit, c'est une vraie catastrophe, puisque la chenalisation du Mississippi, comme instrument de communication, de navigation, permet notamment d'approvisionner toutes les raffineries et toute l'industrie agroalimentaire qui se situe en fait aussi en amont de Baton Rouge, mais entre Baton Rouge et l'embouchure du Mississippi, vous avez pas moins de 200 industries chimiques qui dépendent du Mississippi comme convoyeurs. Il y a ces intérêts économiques extrêmement forts pour les États-Unis, et le Mississippi est, comme on le sait, une véritable artère des États-Unis. Et si le Mississippi se jette dans la Atchafalaya River, cette catastrophe ferait que la Nouvelle-Orléans serait à 200 km du Mississippi. Un truc à... Voilà. Donc c'est inconcevable, et les ingénieurs du corps d'armée militaire des États-Unis ont pour mission de construire une série de barrages qui ont pour vocation d'empêcher ce basculement. Donc à partir des années 1950, on commence à construire ça. Et en 1963, l'infrastructure Old River Control, qu'on appelle aussi le verrou, est établie par ces ingénieurs. Et à ce moment-là, on considère qu'on protège ce basculement. Sauf que le lit du Mississippi, comme je l'ai dit, est plus haut, et il est d'autant plus haut qu'en fait que tout l'endiguement de ce fleuve fait monter mécaniquement le lit. Et géologiquement, c'est vraiment la logique que le Mississippi bascule dans la Atchafalaya River à terme, en dépit de tous les travaux d'ingénierie qui visent à empêcher cela. Pourquoi? Parce qu'il y a 200 miles de différence entre le golfe du Mexique et
au niveau de la Chaffaya River et au niveau du Mississippi. Le Mississippi fait 400 miles jusqu'à l'embouchure à cet endroit-là, tandis que la Chaffaya River ne fait que 200 miles. C'est le chemin le plus court, c'est le chemin le plus bas. C'est le chemin où la Chaffaya River est libre, tandis que le Mississippi n'est plus qu'une sorte de canal voilà, pour les besoins de la navigation, mais aussi pour les besoins de la protection de tout ce qui l'environne dans ce delta du Mississippi. Donc la logique, ce serait qu'il bascule, c'est la logique géologique de fond. Il va basculer dans la Chaffaya River. Et les humains, les ingénieurs, essayent de maîtriser cela. Et le canard, dans tout ça. Bien, le canard, comme je l'ai dit, c'est un leurre. Sauf que vous le savez sans doute, il ne fonctionne, ce leurre, que si à côté de cette imitation, de cet artefact en plastique, vous avez des canards vivants qu'on appelle des appelants, qui sont soit en cage, soit attachés à une patte. Et les appelants, ils cancanent, ils appellent. Et ce dispositif-là, le leurre qui flotte sur l'eau, plus les appelants qui cancanent, permet d'attirer les canards sauvages et de pouvoir tirer ces canards sauvages qui viennent en phase d'approche, se disant que là, il y a une communauté de semblables auprès desquels on peut se poser. Donc il y a une triangulation entre le leurre, l'artefact mimétique, l'appelant, c'est-à-dire le domestiqué assujetti, et puis le sauvage, qui est la proie. Voilà. Et cette triangulation, elle est totalement fondamentale dans ce qui se passe autour de la question notamment de l'esthétique de l'Anthropocène. Et partant que le Mississippi aujourd'hui est une Anthropocene River, vraiment une rivière de l'Anthropocène, comme beaucoup aujourd'hui, et comme beaucoup de rivières deltaïques comme celle-ci, eh bien, je considère que ce Mississippi, aujourd'hui, si je vais sur les bords du Mississippi, si je me promène sur les digues du Mississippi, je me promène le long d'un leurre. Je me promène le long d'un fantôme en suspension. Il y a tous les fantômes qui sont les anciens méandres du Mississippi, et ces fantômes vivants ont créé le sol qui est celui du delta. Sauf que on a décidé d'artificialiser ce fleuve au point qu'il devient un fantôme en suspens et donc un leurre. Et donc, lorsque nous enquêtons sur les territoires de l'Anthropocène, nous sommes toujours, en fait, je pense que c'est une posture à tenir, c'est cette fameuse triangulation entre l'artefact mimétique, le leurre, toute la domestication du paysage et du vivant qui procède en fait de ce moment anthropocène, depuis le néolithique, et puis la féralité, le sauvage, qui va nous induire un décalage entre ces deux pôles, entre ces deux polarités, et décalage dans lequel en fait, on peut expérimenter, selon moi, quelque chose, une relation esthétique à cette question de l'Anthropocène. Voilà.